Une fois qu'elles sont parties, nous sommes rendus sur les lieux. Tout d'abord pour regarder s'il y avait des objets, des traces, des indices qui pouvaient se présenter. S'il y en avait eu, on aurait fait un gel des lieux pour faire les prélèvements. Dans ce cas-là, il n'y en avait pas. À l'inverse, on peut aussi penser à autre chose, hein. Vu que ce cas est très peu documenté. Enfin bon, c'est d'après ce qu'on peut constater sur le site du GEPAN, hein. Il y a peut-être de multiples raisons à ça, hein. C'est soit par manque d'incompétence, ou soit ce cas était bien réel et il a été, entre guillemets, étouffé. Et si c'est le cas, pensez que ça peut être relativement gênant. Donc si c'est soit militaire ou non terrestre. Sinon, il reste l'autre hypothèse, c'est le fait que ce soit un canular. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que c'est pas assez documenté, hein. L'enquête de voisinage n'a rien donné. Aucune personne n'a pu nous décrire le même phénomène. Bon, par contre, ce qui a attiré notre attention, c'est que vraiment les déclarations de la mère et de la fille décrivaient le même objet, la même façon de se déplacer, les mêmes couleurs. C'est vraiment bête ça, d'être le seul et unique témoin de ce qu'on a vu. Et c'est cela qui pose en général un problème vis-à-vis de la famille ou des amis. Donc selon ce que l'on raconte par rapport à ce qu'on a vu, des fois on peut se faire prendre pour un illuminé. Seule la gendarmerie était habilitée à nous permettre d'entrer en contact avec les deux témoins. La mère et la jeune fille ont accepté de nous recevoir sous le couvert de l'anonymat. Elles ont répété leur témoignage au détail près. Je me suis dit, c'est peut-être une expérience faite par les militaires. Ça y est, elle a lâché le mot. Elle a dit militaire. Bon alors, c'était quoi? C'était militaire ou c'était autre chose? Ou c'était un canular? Madame, faut pas rester comme ça dans l'ombre, hein. Le ridicule ne tue pas, hein. Parce que j'avais jamais vu ça. Donc moi je suis restée à observer ma fille hurler parce qu'elle avait très peur. J'ai appelé ma mère sur le portable justement pour lui dire ce que j'avais au-dessus de moi, donc tout en continuant à observer l'engin. Ma mère m'a dit ne reste pas là, va-t'en vite. Je pense qu'elle avait un petit peu la trouille, elle savait pas ce que c'était. Les témoins qui vivent une telle expérience, quelle qu'elle soit, que l'explication soit triviale ou pas, vivent quelque chose de très fort sur le plan émotionnel et s'en souviennent en général des années et des années. 3 ans après, vous y pensez encore? Oui. Ah oui, on ne peut pas oublier des choses comme ça. Moi j'ai très peur. Elle a peur. Et j'ai pleuré. Vous y repensez encore? Oui. Oui, des fois quand j'y en parle comme ça, parce que j'y repense. Faut prendre les couilles par le taureau. Non, c'est pas ça. Faut prendre le taureau par les couilles. Ce que je veux dire par là, c'est il faut en parler, quoi. Faut exposer le problème, parce que plus ce sera exposé, et moins on aura de chances de nous cacher exactement ce qui se passe, quoi. Et même si on nous cache rien, ça n'empêche pas d'en parler. C'est vrai qu'elle veut pas trop en entendre parler, parce que elle est encore terrorisée. Pourquoi, je sais pas. Et voilà, quoi. Ça fait peur parce qu'on est dans le domaine de l'inconnu complet. L'inconnu fait peur. On n'a pas la moindre idée de si ça existe, de ce à quoi ça peut ressembler, quel peut être le niveau de technologie. On a tout vu dans les films. On a vu E.T. Bon, soit. L'inconnu fait peur. Ça, j'arrive à le concevoir. Mais là, ça ferait depuis plus de 60 ans que l'inconnu ferait peur. Alors on se demande des fois combien de temps faut-il encore attendre que cet inconnu, ce mystérieux fasse encore peur. Combien de temps? Moi je pense à une chose, si on sait ce que c'est et d'où ça vient, il n'y a plus raison d'avoir peur. Mais on a vu aussi la guerre des mondes, donc on n'a aucune idée de ce qui pourrait se produire si un tel choc se produisait. Donc ça fait peur. Ça me paraît normal. Tu vois, Jacques, certaines personnes pensent différemment. Il y en a qui pensent que mieux vaut avoir un gros choc tout de suite, pour tous, et en même temps, que des milliers, voire des millions de petits chocs par-ci par-là, tout autour de la Terre, éparpillés sur un demi-siècle. Et au pire des cas, il nous reste toujours les militaires. Ah bah ils sont là pour nous défendre, hein. Eux au moins ils connaissent le sujet, comparé à nous. Quand je parle de militaires, je précise juste pas le troufion de base, hein. Non, je parle les militaires qui sont de haut niveau, comme les généraux ou les amiraux. Enfin, c'est pas difficile à comprendre, hein. C'est ceux qui s'occupent et qui sont en relation avec l'armement et le secret défense. Dans la masse des clichés expertisés par François Louange, quelques-uns restent des énigmes. Celui-ci, par exemple,
pris au-dessus du Costa Rica en 1971. Alors si on regarde cette photo de très près, on s'aperçoit qu'elle a une forme bizarre qu'on pourrait qualifier d'une cymbale vue du dessus ou du dessous. Si on la regarde de plus près, en gros plan, ça donne ça. Alors, évidemment, si elle est au sol, elle représente un objet qui est très gros. Si elle est en l'air, on n'en sait rien, on ne saura jamais. Des études ont été faites pour essayer de voir par rapport à l'environnement quelle taille elle aurait. Donc si elle était au sol, elle serait assez grande, plusieurs dizaines de mètres dans ce cas-là. Et également des mesures qui ont été faites pour regarder l'éclairage qui plaide plutôt si l'objet est en bas pour un objet creux que pour un objet convexe. Et puis voilà, il y a eu beaucoup de recherches, mais aucune trouvaille de fait dessus. Je pense qu'on n'aura jamais l'explication finale de cette fameuse image de Costa Rica, qui reste un grand mystère, que je l'appelle un OPNIST, un objet photographié non identifié. On ne sait même pas si ça vole, puisque c'est vu sur l'eau. Je comprends pas, là. Pourquoi on s'attarde encore sur des photos, des vieilleries comme ça, alors que si on utilisait effectivement, comme j'ai préconisé, les moyens nécessaires pour pouvoir analyser, rechercher, enquêter, donc sur ce phénomène, sur ce soi-disant mystérieux, ce énigmatique. Je sais pas quoi, on a tellement de moyens possibles, pourquoi on les met pas en œuvre? Alors c'est des fois, c'est à se demander si la science, elle préfère regarder en arrière plutôt que de regarder en avant. Voilà, je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Alors, dans le chapitre inexpliqué, je vais vous montrer quelque chose de totalement inédit que j'ai dans mes cartons depuis quelque temps, qui m'a été fourni par un professionnel de l'image qui est un ami qui s'appelle Raphaël Hopi et qui a filmé pendant un certain temps toute la trajectoire de la pleine lune dans le ciel de Barcelone. Et tout d'un coup, en visionnant ce film, il s'est aperçu que pendant une période de 2 minutes que vous allez voir en accéléré ici, il y a un objet qui passe au-dessus de la lune avec une trajectoire très étonnante. Regardez apparaître l'objet ici. On voit bien qu'il a une trajectoire qui est tout à fait liée à la Lune et pas du tout à la Terre. Ce que vous venez de voir se passe en 2 minutes. Donc cet objet orbitait certainement autour de la Lune, et donc avait une taille, en tout cas sa taille apparente, les traces qu'il laisse, qui sont colossales si on se réfère à la Lune. Je le repasse une seconde fois. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui reste tout à fait inexpliqué, puisque aucun travail approfondi n'a été fait. J'espère pouvoir, avec le CNES... Attends là, minute. Comment tu peux affirmer une chose pareille? Comme quoi l'objet a vraisemblablement une trajectoire qui est liée à la Lune et pas à celle de la Terre. Alors, nous dire ça sans nous ramener des éléments de preuve, je sais pas, mais on en revient exactement au même problème que les photos, quoi. Pour être crédible, il faut nous montrer les techniques qui sont utilisées, comme celle de la triangulation, ou alors comment tirer d'un plan 2D une image 3D. Tu vois, c'est ce genre de truc qu'il faut apporter au public. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est pas juste de dire, oui, l'objet, il a tourné autour de la Lune. Approcher des astronomes déjà pour essayer de reconstituer à l'heure et à la date où ont eu lieu cet événement, est-ce qu'il passait un objet connu en orbite autour de la Lune ou entre la Lune et la Terre, je ne sais pas. Voilà, c'est un cas ouvert tout à fait inédit. Hein, tu vois, François, je veux pas te froisser, mais entre guillemets, tu sais, ce qu'on appelle les ufologues, hein, bah, je pense que le ufologue n'est pas le bon terme, ça devrait plutôt être chercheur. Parce que sur certains forums, on a pu voir qu'en fait, il ne s'agissait pas d'un objet volant non identifié. Apparemment, ça serait un avion qui laisserait derrière lui une traînée de condensation venant de ses réacteurs. Donc ces traînées se dissipaient à la vitesse de progression de l'avion. Enfin bon, ça paraît plus crédible qu'un ovni. Soit, ces ufologues, entre guillemets, peuvent bien se tromper. Il peut peut-être quand même s'agir d'autre chose que d'un avion. Au final, c'était juste pour dire comme quoi les ufologues sont peut-être plus terre à terre qu'on le pense. Et leur coller d'office l'étiquette de guignol sur le front serait vraiment un préjudice. Dans cet exemple, on peut bien voir la différence quand la Lune est positionnée au zénith ou à l'horizon. La distance franchie par l'objet passant à l'horizon est 3 à 4 fois plus importante que si ce même objet passait au zénith, ce qui concorde parfaitement avec la vidéo de la Lune. On peut déjà se poser la question si tu es vraiment sincère, car je suppose que la vidéo originale doit être en format haute résolution, donc forcément meilleure que toutes les vidéos qu'on puisse trouver sur Internet. À mon avis, l'énigme de cet objet qui tourne soi-disant autour de la Lune, tu la connais déjà. Alors c'est à se demander à quelle paroisse tu prêches.